Et on se retrouve avec Hugo qui est cofondateur de Oxycat Game. Oui, bonjour tout le monde, enchanté. Et on va parler de quoi? Kairis. Bah ouais, de Kairis, ouais, notre premier jeu qu'on vient d'éditer et distribuer depuis le mois de septembre. Voilà. Alors première particularité, c'est que tu es éditeur et distributeur du jeu. Donc tout passe directement par vous. Donc si vous voulez avoir le jeu, et bien simplement vous allez soit sur la boutique en ligne, ou soit s'il y a un revendeur. C'est ça, on est en train de petit à petit développer le réseau de revendeurs. Donc pour le moment sur notre boutique en ligne et très bientôt chez votre boutique préférée. Voilà, donc là vous n'avez plus qu'à contacter votre boutique en disant hey, j'ai envie de Kairis. Alors, déjà, il faut qu'on leur donne envie. Est-ce qu'on va leur donner envie là? Bah oui, on va faire ce qu'il faut. Ouais. Alors Kairis, c'est quoi? Kairis, c'est un jeu d'escarmouche? Ouais, Kairis, c'est un jeu de, je dirais même de micro-escarmouche. On est sur une petite table de 60 par 60 cm, 5 figurines par joueur, et tout ça dans un univers médiéval fantastique avec un jeu qui se veut dynamique, fun et tactique à la fois. Un bon jeu quoi. Ouais, un excellent jeu. Parce que c'est vrai qu'éditer un mauvais jeu en général, c'est pas terrible. Donc pour l'instant, il y a 4 factions qui sont sorties. C'est la guilde de la confrérie des bâtisseurs, donc qui va vous permettre surtout de jouer un bon gros golem et de vous faire plaisir sur le champ de bataille en manipulant un golem comme il se doit. Alors ensuite, ça c'est ma faction préférée, on se demande pourquoi, je pense que c'est aussi la faction préférée de Fred du culte du dé. Donc c'est les Monal Détor. Ouais, les Monial Déter, ouais, tout à fait. Et je confirme, c'est la faction préférée de Fred. Des hommes en général. Ouais. Donc c'est une sororité religieuse qui va arpenter les rues de Kairis telles des inquisitrices avec un gameplay très particulier autour d'une grosse sphère de métal qui s'appelle la sphère de Callisté et qui va vous amener un gameplay très particulier dans le jeu. Voilà. Alors ensuite la faction que moi j'ai eu le plaisir de jouer lors de notre partie de démo. Oui, donc c'est la Lune Rouge, donc qui est la milice de la ville de Kairis et qui est là pour faire régner l'ordre au sein de... L'ordre et la justice. Exactement. Donc pour les amoureux de miliciens, d'hommes en armes, voilà, c'est la guilde qu'il vous faut. Avec un gros centaure qui tape. Avec un gros centaure qui tape très fort. Mais c'est pas lui qui a fait la game, hein, par contre. Non, tout à fait. Et ensuite, alors cela, bon, ça c'est la lie de la société un petit peu, c'est ce que jouait l'ami Mahar Prod et qui nous filme, qui me derrière, donc il a largement perdu d'ailleurs, donc je ne vous les conseille pas. Le Royaume d'Argo, donc organisation criminelle qui regroupe tous les bas-fonds de Kairis, que ce soit des mendiants, des voleurs, des brutes, voilà, au service du mal. Du mal, exactement. Et de la famille. Exactement. Et alors pour le coup, il y a une 5e boîte qui n'est pas une boîte de faction, mais qui est une boîte avec le livre de règles. En fait, c'est comme ça qu'on va avoir le livre de règles et puis les tokens qui sont nécessaires pour jouer. Oui, c'est ce qu'on appelle le kit de jeu. Donc c'est une boîte qui va permettre de regrouper tout le matériel de jeu. Donc que ce soit le livre de règles, comme tu le disais, toutes les cartes de magie, de mission, les cartes actions, nos fameuses réglettes de mouvement, on en parlera tout à l'heure, et ainsi que tous les pions du jeu. Voilà, donc c'est un petit peu la boîte de démarrage qui va vous permettre après d'agrémenter le jeu avec les guildes que vous souhaitez. Donc là, comme on est des amoureux de la figurine, on est devant ce magnifique diorama qui représente justement, il y a les 4 factions, enfin les 4 guides, hein, je vais y arriver. Alors là, ça regroupe le travail de 2 artistes, donc de plusieurs artistes, que ce soit des sculpteurs, les peintres, donc le peintre en l'occurrence, c'est le studio Della Vida, donc William Molenda qui nous a réalisé toutes les peintures studio. Et puis ce fameux diorama, c'est Benjamin Torres, Babel Ben Mini, qui nous a réalisé le diorama, qui représente le Kairis dans toute sa splendeur. Donc maintenant, ce qui compte bien sûr, au-delà de la beauté des figurines, et les figurines pour les avoir vues en main, honnêtement, on est sur vraiment de la très bonne qualité. Est-ce que tu peux me parler un peu du matériau des figurines? Alors on est sur de la résine produite en France comme l'intégralité du matériel. Voilà, nous on est absolument ravis de la qualité de la résine et c'est le retour qu'on a aussi des joueurs. Les tirages sont hyper fins, on est sur une résine qui est plutôt solide, donc ça c'est quand même appréciable. Là honnêtement on est vraiment sur quelque chose de très fin et ça peut être déjà un argument si on est intéressé par le jeu. Alors le jeu justement on va en parler, est-ce que tu peux me présenter un petit peu grosso modo comment ça va se passer? Donc Kairis c'est un jeu d'escarmouche médiéval fantastique comme je disais tout à l'heure. Donc ça se joue sur un tout petit plateau de jeu, donc ça c'est assez appréciable en termes de jeu. Et on va en fait avoir un plateau qui va être très simple en termes de composition parce qu'on va avoir besoin de seulement 6 décors pour composer le plateau de jeu et sur lequel vont donc s'affronter 2 bandes ou plus parce que le jeu est jouable en multijoueur à 2, 3 ou 4 joueurs. Et c'est aussi ça qui fait la richesse du gameplay, c'est que les règles sont de base rédigées pour jouer jusqu'en multijoueur. Et ce qui va permettre d'avoir un gameplay, on va dire, très casual et très fun, parce que le multijoueur, c'est un jeu, ça devient plus un jeu politique qu'un jeu tactique en termes de fonctionnement. Le Kingmaker. Ouais. Allez, vas-y, tu me laisses gagner, puis je te sors une binouse. Exactement. Ou du 1 contre 1, où là, on va pouvoir, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, avoir un jeu beaucoup plus tactique et pour
et compétitif pour ceux qui le souhaiteraient, parce que les règles se veulent robustes dans leur rédaction et dans leur mécanique. Alors la particularité, c'est qu'il y a plusieurs types de scénarios qui sont générés aléatoirement à partir de cartes. Et donc on a 7 fois 7 possibilités, ce qui fait 49 possibilités. Le scénario il est commun aux 2 joueurs et le scénario se compose de 3 missions. Donc on a une mission standard qui est la mission chasse aux éthérés, qui est valable dans toutes les parties, qui va consister à mettre hors de combat les figurines magiques de l'adversaire, et c'est ce qui va nous permettre de marquer des points. Ensuite, on va avoir une mission qu'on appelle mission de combat, donc qui, comme son nom l'indique, va du combat vous permettre de marquer des points sur des missions de combat. Donc là, on a un deck de 7 cartes, on va aléatoirement tirer une carte, et c'est cette carte-là qui va être valable pour la mission. Et enfin, on a un deck de missions de contrôle. Donc là, on est plus sur du contrôle de terrain, de l'objectif à prendre, des bornes à contrôler, ce genre de choses. Et c'est pareil, on tire au hasard une carte pour composer le scénario. Et c'est bien la composition de ces 3 cartes qui va composer le scénario pour le jeu. Et pour les 2 joueurs aussi. C'est-à-dire que tout le monde va marquer des points suivant ces 3 outils. Exactement. Pour les 2 joueurs ou pour les 3 ou 4 joueurs quand on joue en multijoueur. Et c'est ça qui fait la rejouabilité du jeu, c'est qu'en fait, en fonction du binôme de missions qu'on va tirer, ça ne va pas du tout se jouer de la même façon, parce qu'on va peut-être avoir la mission de contrôle qui va prendre un peu plus d'importance que la mission de combat ou inversement, et avec des façons de jouer qui sont complètement différentes. Alors une des particularités, c'est que le jeu n'a que 3 tours. Moi, ça m'a semblé un petit peu court, mais en fait, ce qui se passe, c'est que chaque tour va être décomposé en 5 phases. Pourquoi ? Parce qu'on a 5 cartes d'action, donc je te laisse expliquer un peu les cartes d'action. Les cartes d'action, c'est extrêmement simple. Donc, chaque joueur a 5 cartes d'action en main, comme tu le disais. Et l'idée, c'est que à chaque phase, chaque joueur va sélectionner une de ses cartes d'action face cachée et la révéler à son adversaire. Et c'est la valeur de la carte d'action qui va déterminer le nombre de points d'action que va pouvoir jouer le joueur sur l'ensemble de ses figurines. En sachant qu'il y a une petite particularité, c'est que le joueur qui révèle la carte avec la plus petite valeur va devoir jouer en premier. Donc c'est toujours le choix de faire, est-ce que j'ai envie de jouer vraiment en premier pour typiquement m'activer et dégommer le mec en face avant que lui puisse riposter. Par contre, du coup, j'aurai que 2 actions et c'est vrai que le tour où tu joues ta carte 5 actions, tu peux vraiment faire beaucoup de choses et avoir beaucoup de contrôle sur la table de jeu. Donc il y a toujours ce choix-là. Et il y a aussi cette petite carte particulière. Alors cette carte-là. Alors ça, c'est la carte d'éther, qui est une carte très particulière, donc on est obligé de jouer, qui fait partie de notre carte, de notre main de carte action, donc qui est considérée comme ayant une valeur de 0, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on la joue, c'est-à-dire qu'on joue en premier. Et lorsqu'on joue cette carte, on va devoir sélectionner une de ces cartes magiques qu'on a en main, et ces cartes magiques vont avoir un effet cliffhanger un petit peu lors de la partie, et nous permettre des retournements de situation assez conséquents. Et voilà. Et donc quand on joue une carte d'éther, on sélectionne une carte magie de sa main, et on la joue. Voilà. Par contre, en contrepartie, on n'aura pas d'action, donc moins de contrôle, moins d'attaque, etc. Mais c'est vrai que les cartes peuvent vraiment changer la partie. Donc là, maintenant, on va regarder un peu les fiches de stats. Donc ce qui est déjà intéressant, c'est que tout est marqué dessus, en fait. Donc on n'a pas besoin d'aller regarder dans un codex ni quoi que ce soit. Il n'y a pas non plus de coût en points, ce qui fait que l'équilibrage se fait à la construction où on a droit à 5 cartes. Donc on prend les 5 cartes et roule ma poule. Alors, tu vas nous parler un petit peu des différentes statistiques. Donc là, il s'agit de l'endurance, donc c'est la capacité de la figurine à résister à la fatigue. Parce que souvent, quand on va faire des actions, on prend des fatigues, et là, du coup, elle a un cap de 3. Exactement. Là, c'est le combat, donc tout simplement la capacité du personnage à se battre sur le terrain. Plus la valeur est élevée, plus le personnage est fort en combat. Techniquement, ça correspond au nombre de dés qu'on va lancer, voilà. Exactement. Ça, c'est la défense, donc ça va correspondre, on va dire, un petit peu au seuil de difficulté et la capacité de la figurine à se défendre lors des combats. Et le petit pied. Ça, c'est une caractéristique qu'on appelle d'esquive, qui va permettre au personnage d'esquiver les coups quand il le souhaite et quand il se fait taper dessus. Alors les gens qui sont malins auront remarqué qu'il y aura 2 couleurs sur la carte et les 2 couleurs correspondent aussi au seuil de points de vie. Donc quand on n'est pas blessé, on va utiliser les valeurs jaunes et dès qu'on est blessé, on passe en rouge, on va utiliser les valeurs rouges. Des fois c'est meilleur, des fois c'est moins bon. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est le profil du personnage va évoluer, pas forcément de façon moins bien, c'est-à-dire qu'on peut avoir ici un personnage qui est défensif et qui va devenir offensif en fonction de son état de santé. Voilà, ce qui va changer un peu le gameplay et ce qui va, moi dans ma partie, il y a un moment donné où le Kudjat par exemple, j'avais vraiment pas envie de le taper parce qu'il se transformait un peu en berserker dès qu'il était blessé. Et après, dernière chose assez importante, c'est ces petits chiffres-là. Oui, donc ça c'est la valeur tactique du personnage, c'est la capacité du personnage à marquer des points pendant le scénario. Donc plus cette valeur est élevée, plus le personnage va être efficient pour marquer des points. Voilà ce que j'ai vu moi dans ma partie quand je jouais avec Joseph, c'est que forcément il valait mieux achever en fait les personnages avec ceux qui avaient la meilleure valeur tactique, même s'ils étaient peut-être un peu plus faibles, mais ça rapportait vraiment beaucoup plus de points. Et puis après on a tout un tas de capacités spéciales qu'on verra un autre jour. Alors bien sûr, on peut se poser la question maintenant comment on bouge, et en fait
Dans Kairis, il y a vraiment une particularité et au début, c'est vrai que quand tu me l'as expliqué, j'avais du mal à conceptualiser les choses, c'est qu'on va utiliser en fait des gabarits de mouvement. Alors ça, on connaît le système parce qu'on a la même chose dans X-Wing, dans Gazland, sauf que là, on n'en a que 4 en fait, donc ça change vraiment les choses. Tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, l'idée c'est qu'on a voulu un système de déplacement qui se veut simple, efficace et précis à la fois. Donc c'est tout simple, c'est-à-dire que quand on va vouloir déplacer une figurine, on va prendre la réglette qui correspond à la taille de socle de la figurine, on va devoir la poser entièrement à plat sur le terrain, au contact de la figurine, et par exemple si je veux déplacer Black, eh ben, je le repose où je veux, au contact de cette réglette. Le gros intérêt, on peut le voir ici, imaginons que je veuille contourner ce puits, je prends mon personnage, je mets la réglette comme ça, hop, voilà. Et là, j'ai contourné de façon extrêmement propre le bâtiment. C'est vrai que ça, c'est ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il n'y a pas de pinaillage ou de chouinage sur le mouvement qui est un petit peu tordu avec la réglette qu'on voit de loin, avec la perspective du coup on se déplace. Là, il y a vraiment ce côté gabarit, mais qui est beaucoup plus libre que dans tous les autres jeux. Et c'est vrai qu'à chercher, il y a toujours moyen. C'est vrai que forcément, on va la mettre toujours un petit peu droite, mais en fait, quand on réfléchit bien, comme on est libre, on peut vraiment le mettre dans différentes positions. Et ça, c'est une richesse, je trouve, du jeu et une originalité dans le déplacement. Oui, complètement, c'est ça. Il ne faut pas se brider au niveau du fonctionnement de la réglette. C'est-à-dire que voilà, je peux très bien mettre la réglette comme ça et me déplacer comme ça. Voilà, on fait ce qu'on veut en fonction de la situation du moment et de ce qui nous intéresse en termes de déplacement. Alors, j'imagine que c'est un jeu dans lequel on peut dégommer son adversaire, j'imagine. Ouais, complètement. C'est même un pur jeu de combat en fait. Un jeu de combat. Tout à fait, même s'il y a du contrôle. Et c'est vrai que dans la partie qu'on a fait avec Joe, on marquait vraiment pas mal de points avec le contrôle et ça valait vraiment pas passer à côté. Voilà. Ouais, donc le système de dés, donc on est sur un système de D6 pour réaliser les attaques, avec un seuil de difficulté qui est standardisé à 5+, auquel on va pouvoir avoir des bonus de +1 en fonction de la situation dans laquelle se trouve le personnage. Ces bonus, ils sont de 3 types. C'est si j'ai chargé, si j'ai un soutien d'un adversaire ou si ma valeur de combat est supérieure à la défense de ma cible, tout simplement. Ce qui fait qu'on peut se placer dans certaines situations où forcément, eh bien, on va peut-être lancer moins de dés, mais si on a un soutien, on va avoir une meilleure chance de stats. Donc il y a quand même pas mal de stratégies sur les placements et pas uniquement sur les stats et des probas. Oui, complètement. Je pense que ça répond à plusieurs types de joueurs, des joueurs qui vont vouloir être un peu plus chanceux dans leur lancer de dés, y aller comme des barbares, entre guillemets, ou ceux qui vont un petit peu plus vouloir planifier leur façon de jouer et donc maximiser leur placement pour obtenir tous les bonus auxquels ils ont droit. Alors dans cet exemple, on a Waf, le calot, qui va gentiment serrer la main de Sangar. Ouais, complètement. Donc là, c'est extrêmement simple. On va donc prendre la valeur de combat de Waf, il a 6 de combat, qu'on va comparer à la défense de sa cible, donc elle a 4, donc on va gagner la supériorité. Et on va lancer un nombre de dés égal à la valeur de combat. Donc j'ai 6 de combat sur du 4, j'ai un soutien, parce que Itzal est là en soutien, donc il veut que je vais taper sur du 3+. Voilà. Magnifique jeté de dés, donc 2 touches. Magnifique, donc j'ai 2 touches. C'était une petite caresse qu'il lui a fait sur la joue. Une petite caresse. Là, on a 2 possibilités. Soit je garde toutes les touches pour faire des blessures, bon, en sachant que Sangar a une armure, donc je ne ferai qu'un dégât. Soit on peut choisir de sacrifier des réussites pour faire ce qu'on appelle des tactiques de combat, qui vont amener beaucoup de dynamisme dans le jeu. La première tactique de combat qu'on peut faire, c'est sacrifier une réussite pour pousser sa cible. Donc par exemple, je peux pousser Sangar ici. Ça, c'est la première tactique de combat qu'on peut faire. Ça, c'est vrai que c'est hyper important parce que c'est ce que j'ai vu dans la partie, c'est qu'en fait il y a vraiment beaucoup de dynamisme en fait sur la table et c'est du coup très difficile d'anticiper parce qu'à un moment donné on pense qu'on va se prendre une tatane mais qu'on va pouvoir appliquer. L'adversaire au final il se craque un petit peu donc du coup il va faire juste une petite push net et après nous on se retrouve un peu dans le mal parce qu'on ne peut pas aller attaquer, il faut refaire une charge, etc. Donc c'est vrai que cette partie de mouvement et gestion de l'adversaire elle est vraiment hyper présente dans le jeu. Oui, complètement. Ça va permettre de redimensionner les combats. Et c'est vrai qu'il est très difficile d'anticiper. On est vraiment sur de la réaction sur le moment en fonction de ce qu'a choisi de faire son adversaire. Donc ça, c'était la première tactique de combat. La deuxième tactique de combat qu'on peut faire, c'est choisir de se pousser. Donc de pousser sa propre figurine. Donc là, c'est très simple. J'utilise à nouveau les gabarits, comme tout à l'heure pour les déplacements. Donc je colle la réglette au socle de ma figurine et je la replace où je veux au contact. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui, là je le place comme ça, mais qui peuvent permettre par exemple à Waf qui était ici, de gagner un peu de mouvement, de venir se mettre à couvert au contact d'un décor. C'est une des possibilités. Voilà. Et la dernière tactique de combat qu'on peut faire, c'est de sacrifier 2 réussites pour sonner son adversaire, qui lui inflige un malus en défense.
Donc conclusion, c'est vrai que la partie qu'on a fait avec Joseph, eh ben, du coup, il était plutôt très agréable. Alors durée de partie, là on a joué un peu pendant 2 heures, mais parce que c'est vrai qu'on connaissait pas forcément le jeu, et Joe il est lent. Ah. Sinon, temps de jeu environ 1h30. 1h30 c'est bien. Après on a des fous furieux en Bretagne qui nous annoncent du 1 heure de jeu, mais 1h30 c'est très bien. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment c'est un type de jeu qu'on peut comparer par exemple à Eden, pour ceux qui ont apprécié ce type de jeu, parce qu'on a vraiment beaucoup de capacités. Là on ne vous les a pas montré évidemment, ça sert à rien, on rentre pas dans les détails, mais il y a beaucoup d'interactions entre les personnages. Il y en a un qui va pouvoir échanger un état à un autre qui va gérer une zone d'influence, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'impact, et quand tu sais jouer forcément tu vas avoir quand même un gros impact par rapport à quelqu'un qui découvre un peu le jeu et qui passerait à côté de certains combos. Oui, ça c'est sûr. Après, je pense que le jeu reste simple. Là, on a fait une démo. Au bout d'un tour de jeu, globalement, tu sais jouer en fait. Hein. Les mécaniques restent très abordables. Après, c'est certain, comme n'importe quel jeu de figurines, quand tu connais un peu mieux les profils, tu t'en sors mieux. Quoi. Tu peux te faire plus plaisir en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, c'est quoi l'avenir du jeu ? L'avenir du jeu, c'est de sortir des nouvelles figurines, tout simplement. Là, on est en train d'y travailler, on est en train de bêta-tester la suite. Alors déjà, des nouvelles figurines pour les guildes existantes. Ce sera la prochaine vague de sortie. Et puis après, l'idée, c'est de sortir des nouvelles guildes. On a beaucoup en tête. On s'y attache à essayer de proposer à chaque fois des gameplays qui soient très différents les uns des autres. Là, c'est le cas. Si vous êtes amené à jouer, à changer de guilde par rapport aux guildes existantes, vous n'allez pas du tout jouer de la même façon. Écoute, merci Hugo, merci Oxycat Games, merci à toi. Et puis bonne chance à Kairis, j'espère. En tout cas, on essaiera de vous présenter d'autres vidéos sur Kairis un peu plus tard grâce à l'ami Joachim. Joachim, encore merci à toi de ton soutien, comme toujours. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, évidemment. Et puis merci à toi Hugo, et à bientôt. Un grand merci et merci à vous.